Jean Corcos pour Voix plurielle. Bonjour chers auditeurs, bonjour Jean-Philippe Moinet. Bonjour Jean Corcos, merci de votre invitation. Je vous en prie. Alors c'est un grand plaisir de vous avoir comme invité pour Voix plurielle, parce que nous nous connaissons un peu. Avec vous, il sera question de littérature et non pas d'actualité, alors même que vous êtes journaliste, et c'est d'ailleurs cela qui nous a rapprochés. Diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d'une maîtrise en droit public, lauréat de la Fondation Communication Demain, vous êtes un homme de médias qui a eu une riche expérience professionnelle. Grand reporter au Figaro pendant une douzaine d'années, vous avez été ensuite éditorialiste et animateur-producteur de plusieurs émissions sur la chaîne parlementaire. Vous avez été conseiller éditorial de revue, secrétaire général du Haut Conseil à l'intégration, bref, bien plus qu'un simple homme de médias. Et petit à petit a décanté chez vous l'envie de prendre de la hauteur, de réfléchir aux enjeux de la société française, une société hélas de plus en plus morcelée et menacée par les radicalismes de toutes sortes. Avec plusieurs personnalités, vous avez fondé en 2007 la Revue Civique, une revue en ligne au carrefour des think tanks et des débats qui proposent de manière vivante des interviews écrites de personnalités politiques ou d'experts réputés. Et vous avez bien voulu m'inviter à rejoindre votre équipe il y a quelques mois. J'ajoute pour finir que chroniqueur indépendant, vous êtes régulièrement invité à débattre sur des plateaux de télévision. Alors Jean-Philippe Moinet, avec toutes ces activités, vous avez trouvé le temps d'écrire un recueil de nouvelles présent antérieur aux éditions 100 000 milliards. Et il y a un fil rouge dans ce recueil qui rassemble 7 textes bien différents et que l'on va essayer de passer tous en revue. Ce fil rouge est le temps qui passe. Et sur la 4e de couverture, avant de présenter en une ou deux lignes chaque nouvelle, vous écrivez « On dit que le temps nous échappe, il nous rattrape ». Et à la fin, le passé a une puissance créatrice, il se conjugue toujours au présent. Alors vous, qui êtes un homme pressé, qui a couru après l'actualité pendant des décennies, est-ce qu'écrire ce livre n'a pas été comme une thérapie ? Merci Jean de la présentation et puis de cette bonne question. Thérapie, je pense pas forcément être malade en quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'analytique. Je dirais plutôt que de thérapeutique, analytique au sens d'analyse du temps qui à la fois nous dépasse, mais aussi nous rattrape, comme j'ai pu l'indiquer effectivement dans cette 4e de couverture de ce recueil de nouvelles présentes ailleurs, dans la mesure où c'est vrai que j'ai saisi des instants de vie, des tranches de mots, et aussi des tranches de mémoire. On parlera beaucoup dans cet entretien de l'enjeu mémoriel qui est à la fois personnel et collectif, et qui fait que effectivement de l'analyse du temps qui passe, on fait l'analyse de soi-même et de la société qui nous entoure. On est une partie d'un environnement. Alors, il y a une nouvelle qui relie directement à la présentation que j'ai faite d'Homme de médias. Elle est intitulée « L'ardoise magique ». Et là, le temps passé est celui des souvenirs donc d'un journaliste. Et vous rappelez ce jeu d'enfant, donc l'ardoise magique, on s'applique à dessiner, la pointe du stylo est plaisante, elle glisse, elle s'amuse sur la surface plastifiée. Et zip, la réglette ratisse, on efface tout. Et c'est une métaphore cruelle du métier de journaliste, où en effet l'actualité balaye chaque jour celle de la veille. Et où, comme vous l'écrivez aussi, le contexte, l'histoire, la prospective, tout ceci est hors sujet. Alors à quoi est-ce dû ? À des choix éditoriaux imposés ou simplement au format court qui s'impose au métier ? C'est vrai que le format médiatique, par définition, est de tout temps, est celui de l'immédiateté. Donc de l'arrêt sur image du temps présent, mais au sens strict du terme, du temps actuel, qui fait l'actualité du jour ou de la semaine, sans forcément toujours, parfois ça existe, mais pas toujours, la perspective soit historique, soit prospective. Mais c'est vrai que j'ai pu, dans ma génération en fait d'acteurs médiatiques,
vivre le rétrécissement des formats. Et c'est vrai que par le biais notamment des réseaux sociaux, ce qu'on peut appeler la twitterisation de la vie publique, donc de raccourci en raccourci, on arrive à une réduction des formats, des espaces et peut-être aussi des esprits, puisque qui dit raccourci des mots peut aussi induire un raccourcissement de la pensée. C'est un des risques de la période actuelle. Elle n'est pas unique ni univoque cette période. Il y a aussi, heureusement, des journalistes qui font très bien leur travail de perspective historique. Il y a aussi des formats qui se développent ailleurs que dans les médias, mais qui sont pas loin des médias, notamment avec des revues de fond qui se sont développées. Peut-être à la mesure du rétrécissement, il y a aussi certains rallongements de formats. Mais quand même, c'est vrai que la vie médiatique est faite d'accélération, comme la vie politique d'ailleurs, avec ses syndromes et je dirais ses symptômes, qui fait qu'on assiste à parfois des raccourcissements et l'empire des raccourcis dont se font une délectation les nationaux populismes. Tout à fait. Et c'est justement une de vos inquiétudes majeures. Alors, vous évoquez un certain nombre de personnalités, vous donnez juste premier nom, on le devine de qui il s'agit, et je vous remercie d'avoir évoqué par exemple Z le xénophobe. Z le xénophobe tient la vedette sur une chaîne de télévision où vous avez le cran de refuser d'aller. Tout à fait. On va pas la citer, mais disons sur les autres, on vous voit, on vous entend, mais là, vous n'y allez pas et vous écrivez le torrent populiste a emporté des brillants esprits et c'est vrai qu'on vit une période assez compliquée. Alors, le terme nouvelle, en général, c'est une sorte de récit condensé, c'est-à-dire qu'il y a une action, il y a une histoire, il y a un ou plusieurs personnages, et j'ai trouvé, mais je peux me tromper, que, en fait, oui, ce sont des textes courts, mais il y a seulement 2 textes qui collent tout à fait à ce format, avec une histoire. Le premier est intitulé La clé inattendue, et il débute donc votre recueil, et puis il y a un autre, un peu plus loin, qui s'appelle Le départ. Alors, vous avez imaginé des rebondissements tout à fait inattendus, et on ne va pas dévoiler cette histoire, mais est-ce que vous pouvez juste, pour mettre en appétit les lecteurs, raconter le début de chaque histoire? Oui, effectivement, vous avez raison, Jean, de relever que ces 2 nouvelles-là, La clé inattendue et Le départ, sont des fictions à rebondissement, des fictions courtes comme l'exige l'exercice de la nouvelle. Et pour La clé inattendue, c'est vrai que c'est un texte qui commence par une scène anodine d'un samedi matin. Tout le monde parfois peut un peu avoir le rythme un peu plus lent le samedi matin pour vaquer à ses occupations privées, personnelles, dans la cuisine. Et puis il y a toujours un tiroir où on met des choses de manière sédimentée, j'allais dire, des petits riens qui font la vie de tous les jours, des choses qui traînent, qu'on a mis dans un tiroir, qu'on a un peu oublié. Et c'est vrai qu'il y a une clé qui devient l'objet de l'attention de ce narrateur, qui devient même une obsession parce que cette personne veut retrouver l'origine de cette clé qui a traîné là pendant des années, et il se souvient d'un seul coup que c'est la clé qui ouvre un appartement qu'il a occupé, qu'il a loué il y a plus de 20 ans. Et de fil en aiguille, ce personnage curieux, au sens propre du terme, la curiosité animant son esprit, souhaite non seulement trouver l'origine de cette clé, mais redécouvrir l'appartement dans lequel il a vécu de belles années, d'ailleurs, sur les hauteurs de Montmartre. Alors, je ne vais pas dévoiler la suite. Voilà. Et cette obsession-là va aboutir à un épisode qui va déboucher lui-même sur un mystère et sur une aventure personnelle. Une aventure. Et le départ, comment ça commence alors? Et le départ, c'est vrai que c'est un autre personnage qui, à la quarantaine, un peu fatigué, une personne qui professionnellement parcourt les routes de France et de Navarre, comme dit la célèbre expression, et qui a fait des centaines de kilomètres chaque semaine, fatigué de sa vie, un peu morne, un peu grise, souhaite faire une étape, une halte dans sa vie et stopper
son rythme dans une abbaye. Ça se passe dans l'Aveyron, et dans cette abbaye, là encore, je ne vais pas dévoiler, mais il y a toute une atmosphère qui l'imprègne d'un seul coup, à la fois de spiritualité, en tout cas de réflexion et de distanciation par rapport à son temps présent précisément. Et je ne vais pas dévoiler la suite, mais il va y avoir une, deux, trois rencontres et surtout une décision qui va bouleverser sa vie en ce moment où il pensait passer quelques heures et il y passe 15 jours dans cette belle abbaye au fond d'une vallée riante et il va se passer une décision surprise qui Alors, va on va pas raconter, une mais nouvelle vie. Voilà, je vais rester sur l'aspect littéraire parce que vous avez une plume incroyablement précise justement pour raconter l'arrivée dans cette abbaye. Elle surgit au bout donc petite route, dans une vallée, au milieu d'une forêt. On a l'impression de vivre une scène de film avec des plans successifs et des zooms. Mais bon, il va rentrer, il y a des éléments immobiliers, il y a des personnages qui vont apparaître. Et donc, effectivement, le héros bon, va y rester un petit moment, hein, il va avoir une retraite. Et c'est tellement précis comme peinture que je me suis demandé si vous aviez vous-même fait une retraite un jour chez des moines ou chez des bonnes sœurs. Alors c'est vrai que la plupart des nouvelles, même quasiment toutes, sont inspirées de certains éléments de vie et d'autobiographie, même si évidemment la fiction, surtout dans ces deux nouvelles-là, a pris largement le dessus sur la réalité. D'autres nouvelles d'ailleurs sont plus autobiographiques, mais ces deux-là sont totalement fictives quant à l'intrigue. Mais c'est vrai que le cadre existe réellement, et c'est vrai qu'il y a longtemps, je dirais pas le nombre d'années, parce que je reste encore un jeune homme, mais c'est vrai que j'ai passé une huitaine de jours dans une abbaye dans l'Aveyron, qui était un moment très agréable et très bucolique d'ailleurs, parce que les monastères, comme les abbayes, ont fait le choix de la localisation dans des lieux naturels, souvent magnifiques. Et c'est vrai que ça a pu inspirer ces quelques jours que j'avais passés il y a une trentaine d'années dans ce fond de vallée, inspiré curieusement une nouvelle 30 ans plus tard. Donc, 30 ans plus tard, tout à comme fait. quoi les petits riens sont jamais rien, Ils sont puisqu'ils jamais sont anodins. Et puis on rattrape aussi sa vie, c'est-à-dire ce sont des moments qui sont pas perdus parce qu'on les revit effectivement grâce à on les l'écriture. revisite et on les revit. Et Vous on les avez raison. revisite. L'écriture et la littérature a ça de magique, c'est que c'est une revivance, un Tout à fait. ressourcement extraordinaire. Et l'espace-temps n'existe plus. C'est-à-dire que on arrive par l'abstraction de l'écriture à échapper au temps présent quand il s'agit pour l'auteur déjà. Et le lecteur, Absolument. on essaye de l'embarquer dans un voyage effectivement qui dépasse les frontières et du temps Voilà. et de l'espace. Alors, justement, cette expression, hein, le temps qui nous rattrape, hein, c'est ce que vous avez écrit, ben, c'est aussi régulièrement celui des saisons et celui des étés qui reviennent et qui nous emportent à chaque fois comme dans un autre monde. Et l'intitulé Fin de saison est un très beau texte qui, en l'espace de 8 pages, hein, c'est très court, mais ça restitue d'une manière incroyablement juste ce que presque tous les lecteurs vivant régulièrement les dernières semaines de vacances peuvent ressentir. Au moment où l'été s'en va. Il y a un extrait. L'été s'en va, on le sait, mais on le retient encore un peu plus cette année. Il s'éloigne, il est derrière nous, mais on veut le garder encore droit dans les yeux. On sait qu'une saison est toujours une traversée, une part de soi, une part de vie s'en va. Et vous écrivez aussi à propos du changement de rituel, les minutes n'ont plus de cadran, un rien devient quelque chose, l'été a aiguisé l'essence. On redécouvre jusqu'à la sensation de respirer. Je crois que vous avez très très bien décrit finalement un, le corps, l'âme qui sont totalement métamorphosés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus toutes les contraintes du quotidien. Et les contraintes de dire tiens, je vais voir mon smartphone, tiens, quelles sont les nouvelles, tiens, quelle est l'actualité, etc. On est déconnecté. Alors, la question que je vous pose, c'est pas par curiosité de savoir si vous le faites ou pas chaque été, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une nécessité de débrancher l'Internet en particulier chaque été, puisque l'homme de médias, vous suivez l'actualité, est-ce que vous le faites?
Oui, je pense que c'est une nécessité. Et si je le fais, je pense que c'est une nécessité un peu universelle. Finalement, les saisons servent à ça aussi. C'est comme un peu le septième jour dans la semaine. Il y a des moments où il faut savoir débrancher un peu de tout et savoir retrouver des ressources intérieures aussi. Et l'été, moi, c'est vrai que ce creux de l'été qui est le mois d'août m'a inspiré cette nouvelle fin de saison parce que je pense que c'est un moment privilégié à la fois de relâchement et de retrouvailles avec les siens et soi-même. Et je pense qu'il y a des moments privilégiés pour ça dans l'année et dans la semaine, mais c'est vrai que chaque été, c'est un moment de saisissement aussi presque sensuel. Il y a une sensorialité que j'ai essayé de retranscrire dans cette nouvelle en particulier, de ces petits riens qui sont quelque chose, Tout à comme fait. vous l'avez relu. Et c'est vrai que j'ai apprécié dans ces moments d'écriture. D'ailleurs, celle-là est écrite grâce au confinement et merci les deux vagues de confinement parce qu'elles m'ont permis de D'avoir du débrancher temps, oui. et d'aller vers de l'écriture dans un autre registre qu'habituel pour moi. Mais c'est vrai que je me suis arrêté sur ces petits riens. C'est aussi l'un des fils conducteurs de ce livre. C'est comme la clé, cette clé qui traîne dans un tiroir pendant des années. C'est apparemment un bout d'acier qui n'a pas grand sens et finalement aboutit à une histoire qui va déclencher une aventure humaine Mhm. inattendue. Et c'est vrai que l'été, ces petits riens de sensations, cet espace qui s'ouvre aussi très ensoleillé par définition, puisque les journées sont beaucoup plus longues et souvent plus chaudes, c'est vrai que provoque quelque chose de particulier qui est particulier à cette saison d'été, mais chaque saison provoque une transition aussi. C'est ce que j'ai voulu écrire et retranscrire dans cette nouvelle, c'est ce contraste aussi entre une forme de nostalgie d'un été qui s'éloigne et l'automne qui peut apparaître comme une menace par rapport à ce moment privilégié, mais néanmoins l'appréciation d'un avenir qui est différent, qui sera différent. L'automne, l'hiver, par définition, est très différent des autres saisons précédentes, mais chaque saison est aussi j'allais dire, une conquête sur du neuf, sur de la Tout à fait. curiosité, sur du changement, tout simplement, et sur l'évolution. Et soi-même, on évolue avec les saisons. C'est ça que j'ai Absolument. voulu Alors, décrire en détail. alors, Jean-Philippe Moinet, j'ai laissé pour la fin 3 nouvelles où on vous retrouve dans votre enracinement personnel. Né à Oran, parti tout petit, donc aucun souvenir de ça. Et puis ensuite, votre enfance dans le Nord. Décrivez comme avec l'œil d'une caméra comment vous alliez pêcher dans un étang voisin. Et enfin, la grande maison familiale. Et là, vous des décennies, parce que les générations se sont succédées. Hein. Vous dites aussi avec Oui. vos parents, et puis sont venus vos enfants, etc. C'est une histoire longue. Alors, on va commencer par Oran. C'est une nouvelle donc qui s'appelle Au Sud, la ville natale que je pourrais connaître. Et elle commence par l'évocation d'une grande photo emportée par votre père dans son exil. Je lis le début. L'absente est une ville fixée dans un grand cadre. Photo en noir et blanc d'un passé qui s'est d'un seul coup figé. Contraste donc entre ce noir et blanc et puis cette ville fantasme, parce que vous l'imaginez par ailleurs, ce récit, imaginez ensoleillé, coloré, avec ses marchés, vous n'avez jamais été, mais il y a ce contraste terrible entre finalement une photo sans visage, ça c'est une chose, on ne voit pas les gens, mais on sait qu'il y a eu un choc effroyable entre les communautés. À la fin de la guerre d'Algérie, ça a été particulièrement violent à Oran. Et puis, plane sur ce récit, donc l'ombre de la mort avec la guerre. Alors, dire que votre père, un officier, Saint-Cyril, il était papier noir. Il a vécu très douloureusement ce départ, mais il est resté loyal. Hein, il n'a pas basculé dans l'OAS comme tant de soldats perdus. Simplement, il a été brisé par cet épisode, vous le dites, et il est revenu à la vie civile après votre rapatriement et l'armée. Et vous révélez aussi qu'il a écrit un livre intitulé Journal d'une agonie. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est à la fois le patriotisme, le démon de l'écriture, l'importance du civisme. Est-ce que le jeune Jean-Philippe n'a pas eu tout petit un modèle pour sa carrière?
Alors, c'est une question importante, effectivement, même si elle est personnelle, mais c'est vrai qu'il y a eu à la fois des similitudes, des parallélismes incroyables entre moi et mon père, comme ça peut arriver évidemment dans beaucoup de familles, mais aussi des divergences avec le temps qui ont pu être marquées. Mais c'est vrai que cette période-là était à la fois tragique et formidablement fraternelle. Je veux dire, cette période à la fois de la guerre d'Algérie et du vécu de communautés plurielles qui ont vécu ensemble, parfois aussi, on le dit moins, dans la fraternité. Et c'est vrai que c'était un déchirement pour la génération qui s'est engagée, notamment dans l'armée française, et notamment dans l'armée française et auprès de l'armée française pour les harkis. Et mon père a commandé une harka dans cette période. Et moi, je suis né là-bas et dû partir assez vite au moment un peu avant l'indépendance. Et c'est vrai que j'ai vécu ce choc mémoriel par transposition, j'allais dire par procuration à la fois familiale, où ce drame a bercé mon enfance et mon adolescence. Mon parrain était pied noir, lui, enraciné depuis des générations en Algérie. Il a été donc rapatrié et s'était installé en Corse. Mais c'est vrai que j'ai vécu donc dans cet univers mémoriel par transposition, par procuration. Et c'est vrai que j'ai pas connu encore cette ville natale, ce qui est quand même assez particulier, même si je connais la ville d'Alger voisine. Euh, et j'ai aussi voulu dans cette nouvelle euh, évoquer toutes les couleurs et les saveurs de la culture à la fois pied noir mais et aussi algérienne. La musique, le Oran, c'est le rail aussi. C'était une ville très festive par rapport à d'autres régions et d'autres villes d'Algérie. Et c'est vrai que ce choc des contrastes, comme le choc des mémoires, que j'ai voulu traiter dans cette nouvelle qui renvoie effectivement à la figure paternelle qui avait toujours dans son bureau ce fameux cadre photographique, hein, Vous a tant marqué? qui doit faire 1 mètre de large et qu'un ami de la famille a toujours près de Lille chez lui et qui doit me le remettre prochainement d'ailleurs. Et c'est vrai que cette photo qui a accompagné pendant 30, 40, 50 ans le bureau paternel a marqué mon enfance et mon adolescence et la suite d'ailleurs de ma vie. Donc c'est une Et je dois plongée. dire que vous, J'ai cette formule, c'est quand même curieux pour une personne d'avoir son identité associée à un cadre ou à un tableau. oui, tout à fait. Mais je dois dire une chose, c'est que mentionner, donc, ce sont pas tout à fait des souvenirs, mais des souvenirs transposés de ce que vous avez entendu, etc. Mais tout ça, c'est sans haine, sans rancœur, mais en même temps sans effacement. C'est-à-dire que vous évoquez des choses qui ont été longtemps occultées hein, en France. L'abandon honteux des harkis, le massacre des Européens le 5 juillet 1962, donc après l'indépendance. Mmh. C'est une horreur. Mais vous dites votre fraternité aux Algériens d'aujourd'hui. C'est important. Alors là, j'ai une question qui n'est pas littéraire, mais qui est liée à l'actualité récente. Qu'avez-vous pensé du rapport remis par Benjamin Stora au président Macron? Et au fond, c'est le problème de la réconciliation des mémoires. Est-ce que c'est possible à votre avis? Alors c'est un grand sujet effectivement qui a beaucoup attendu et beaucoup trop attendu pour être traité dans son amplitude et de manière complète en fait. Et j'apprécie beaucoup des préconisations du rapport de Benjamin Stora que j'aurai plaisir de revoir prochainement d'ailleurs pour échanger avec lui sur ce sujet. Et je pense qu'on est dans une période privilégiée au sens où les périodes précédentes étaient compliquées du temps des combattants des deux bords. Et c'est vrai que c'était des fractures qui ont radicalement opposé les uns et les autres et qui a empêché ce phénomène de réconciliation à apparaître. Il n'est qu'en apparition pour l'instant et il doit se développer. Et je pense que l'avenir va le permettre, mais il faudrait quand même pouvoir accélérer le cours de l'histoire de ces réconciliations. Et je pense que les plus jeunes générations sont aptes à cela, non pas pour oublier, vous avez raison de souligner que
il ne s'agit pas d'oublier, bien au contraire, il s'agit de regarder l'histoire en face avec ses contrastes des deux côtés d'ailleurs, du côté français comme du côté algérien. Et c'est vrai qu'il faut faire une sorte d'inventaire qui est plus facile pour des générations qui n'étaient pas eux-mêmes en situation de combattre physiquement pendant cette guerre. Et donc, c'est vrai qu'on est dans un moment privilégié parce qu'on voit apparaître un espace progressivement plus ouvert, qui est celui d'un échange sur ces sujets historiques plus réels, plus complets et plus approfondis. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, notamment du côté de la rive sud de la Méditerranée, parce que la France a fait beaucoup d'efforts grâce aux historiens, déjà, qui ont, en toute liberté, depuis des années, évoqué beaucoup de choses très différentes selon les épisodes et selon les lieux, selon les communautés concernées. Mais le travail historique a été quand même très approfondi depuis longtemps du côté de la France, grâce aux historiens, grâce aux acteurs médiatiques, avec plus ou moins d'allant, plus ou moins j'allais dire, d'œillères pour certains, mais en tout cas, ça a été fait globalement en termes de panorama historique du côté de la France. Et les pouvoirs publics ont généralement, en cas depuis au moins une vingtaine d'années, et certaines décisions remontant notamment à la présidence de Jacques Chirac, et c'est vrai que c'est la volonté du président Macron aujourd'hui, d'aller encore plus loin dans ce travail historique qui doit alimenter le travail de mémoire. Du côté de l'Algérie, c'est quand même plus compliqué. On voit encore, et c'est d'ailleurs dénoncé par quelques intellectuels majeurs algériens aujourd'hui, qui soient d'ailleurs en Algérie ou en France ou en Europe, c'est vrai qu'il y a encore un blocage sur certains épisodes et surtout une instrumentalisation qui veut toujours, pour partie du personnel politique algérien, faire de la guerre d'Algérie une sempiternel et éternel règlement de compte avec la France. Et donc, il faut sortir de cette logique-là. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail du côté de l'Algérie. C'est pas pour accabler l'Algérie d'aujourd'hui. Je pense que le peuple algérien est tout à fait prêt à cela. Il est souvent d'ailleurs factuellement dans un rapport de fraternité avec la France et les Français. Mais c'est vrai, du point de vue politique, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, on va finir avec le Nord, donc avec deux récits. Alors, il y a celui de votre enfance qui est intitulé En Somme. Alors, on peut traduire des deux façons. En Somme, somme toute, la Somme, le département. Et c'est un bijou. C'est un bijou parce que votre enfance repasse comme un film, avec l'évocation de parties de pêche dans un étang. Et pareil, j'étais impressionné par la précision de votre mémoire. Je pense que peu de gens seraient capables de se souvenir des numéros des hameçons, de l'agonie des différents types de poissons d'eau douce que l'on attrape après les avoir ferrés, et de mille et un détails. Je vais poser une question. Est-ce que le temps qui passe est plus ou moins traître selon les gens ou selon les souvenirs? Comment vous êtes-vous souvenu de tous ces détails? Alors c'est vrai que la Somme, à la fois le département et le fleuve, la Somme a bercé une partie de mon enfance et de mon adolescence, et que ça a gardé des traces. Et c'est ça qui est intéressant pour moi et dans ce livre, c'est que ces traces sont durables et que l'imprégnation de certaines émotions, certaines sensations reste étonnamment effectivement précises, parce qu'elles ont imprégné des moments forts de mon enfance et de mon adolescence, et souvent ces moments forts, on les garde à vie. Et c'est vrai que j'ai apprécié à la fois décrire en détail ces émotions, ce rapport aussi à la nature, parce que c'est ce que permet cette pratique de la pêche aussi, c'est une forme d'évasion. Moi qui suis citadin et parfois malheureusement citadin, c'est vrai que s'échapper dans la campagne et dans un étang en particulier, dans une atmosphère où la biodiversité est très florissante, c'est vrai que j'ai voulu retranscrire et détailler ces sensations qui étaient celles de mon enfance, mais qui restent celles aussi de périodes plus récentes, parce que c'est quelque chose que j'apprécie faire, c'est de me décaler de mon environnement habituel, urbain, pour aller m'échapper dans des lieux naturels
Et c'est vrai que la pratique de la pêche Elle a continué. Elle a permis. continué, en fait. Et donc, j'ai apprécié détailler tout cela d'une manière aussi sensorielle que Voilà. possible. Et donc, Merci d'avoir apprécié. votre enfance est en quelque sorte prolongée par la pratique de la Tout à pêche. fait. Alors, on va finir par le dernier récit, hein, qui s'intitule d'ailleurs La porte de la maison du Nord. Et donc, c'est la description, hein, à la fois précise et pudique, de ce qui a été longtemps le cadre de votre vie familiale pendant des décennies. Alors, vous évoquez vos parents, ils sont partis tous les deux. Et le plus émouvant, à la fin, vous évoquez votre mère qui a maintenu vivant ce lieu jusqu'à la fin, hein, puisque Oui. elle est partie elle-même quelques années après votre père décédé il y a 9 ans. Et comme vous le dites, leur souvenir a collé longtemps aux murs, aux meubles, aux objets. Je n'ai pas vécu la même chose, mais quelque part, bon, j'ai toujours ma maman, mais elle n'habite plus dans son domicile, et donc j'ai dû vider l'appartement qui est donc avec tous les meubles, vous savez, tout ce qu'on donne à Emmaüs, tout ce qu'on jette, tout ce qu'on récupère, et donc j'ai vécu un petit peu cela. Vous écrivez: «La maison du Nord n'a pas disparu, elle m'habite». Et à part les souvenirs, est-ce que vous avez conservé des objets matériels de ce passé? Alors, c'est vrai que les objets qui, encore une fois, apparaissent des petits riens sont quelque chose, et parfois quelque chose d'énorme en termes Énorme, oui. affectifs, à la fois pour les personnes qui les ont choisis dans leur habitation, mais aussi post-mortem pour ceux qui en ont hérité d'une certaine manière, directement ou indirectement. Et c'est vrai que j'ai pas gardé grand-chose, mais j'ai gardé quelque chose, ces petits riens Mmh. qui font effectivement quelque chose. Notamment, je pense à une table, tout simplement, une table de salle à manger qui avait traversé la Méditerranée. Ah oui, Et donc, cette table est aujourd'hui dans la Somme, côté maritime de la Somme. M'a accompagné, était pendant 50 ans la table familiale de cette maison du Nord près de Lille. Et quand j'écris cette nouvelle derrière la porte d'une maison du Nord, c'est vrai que c'est l'entrée dans l'univers surtout maternel, même si j'évoque la figure paternelle aussi, mais peut-être plus associée dans mon esprit à la mère. Et c'est vrai que cette maison, qui était un point fixe pour une famille qui l'était pas, a représenté quelque chose, surtout après la disparition de ma mère. C'est vrai qu'il y a des choses aussi qui se révèlent après mmh. leur C'est avènement. après coup qu'on réalise leur importance. Voilà. Et c'est vrai que ce sens mémoriel attaché aux objets, j'ai voulu m'y arrêter aussi en décrivant à la fois cette maison, les scènes familiales qui avaient pu y avoir lieu, les scènes personnelles que j'ai pu avoir dans cette maison avec mes enfants. Mais c'est vrai que les objets ont pu représenter quelque chose de fort, à la fois venant ces objets d'Afrique du Nord, certains d'Indochine, que mon père était officier aussi en Indochine. Et c'est vrai que euh, voilà, je me suis arrêté sur cette maison parce que je pense qu'elle voulait dire beaucoup de choses sur cette génération qui m'a éduqué. J'ai essayé d'en tirer le mieux et puis de faire mon propre parcours aussi sur d'autres aspects d'éducation et de formation, venant peut-être plus de moi et de ceux que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mes études, par exemple. Mais c'est vrai que cette maison, a posteriori, a été déclencheuse, j'allais dire, d'une mémoire familiale qui était puissante, sans doute occultée par moi-même. D'ailleurs, c'est là qu'on rejoint le sujet analytique que vous évoquiez au début de cet entretien, cher Jean. Mais c'est vrai que après le départ de ma mère, ça a déclenché la première des 7 nouvelles. C'était Mmh. celle-ci. C'était celle-ci, d'accord. C'était celle-ci qui a déclenché l'ensemble des nouvelles qui, comme une cascade d'ailleurs, c'était étonnant l'écriture. On sait que quand ça commence, mais on ne sait pas vers où ça va totalement. Tout à fait, tout Et à fait. donc, En tout cas, ça a donné un très beau résultat. Alors, je voudrais rappeler merci beaucoup. donc à nos auditeurs donc, de ce recueil, hein, présent, antérieur, donc c'est aux éditions 100 000 milliards. Je pense naturellement qu'on peut le commander sur Amazon, à la Fnac. Les librairies sont ouvertes maintenant. On peut Oui, le site de trouver. l'éditeur permet la commande directe par le site de D'accord, l'éditeur 100 000 milliards. d'accord. En tout cas, je le recommande vraiment à nos auditeurs parce que c'est très riche et en même temps la lecture est très facile. Et puis comme on l'a vu en discutant ensemble, quelque part on se reconnaît soi-même dans un vécu très personnel
qui a été le vôtre. Merci beaucoup, Jean-Philippe Moinet. Merci Jean Corcos de cet entretien. Ça m'a plu de répondre à vos questions, toujours aussi précises et positives. Merci. Et donc, chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Jean Corcos pour Voix plurielle.